On l'ignore généralement, mais la plupart des westerns mythiques produits par Hollywood, loin d'être des créations ex nihilo, sont des adaptations de romans et parfois de romans non moins excellents que les films auxquels ils ont donné naissance. C'est pour leur redonner vie que Bertrand Tavernier, grand amateur du genre, avait créé en 2013 la collection L'Ouest, le vrai, chez Actes Sud, dont le but était de donner vie à ces romans westerns dans des traductions soignées. En moins de 10 ans, la collection accueillit une vingtaine de romans d'Ernest Aycox, de Guthrie, d'Alan LeMay, d'Harry Brown, de Tom Lea, de Luck Short ou de William Riley Burnett. De ce dernier, né en 1899 et mort en 1982, pas moins de 5 romans ont été édités. Terreur Apache, Mi Amigo, Saint Johnson, Lune pâle et L'Escadron noir, édité en France pour la toute première fois en 2022 dans une traduction de Fabienne Duvigneau. En France, Burnett est surtout connu pour être l'un des maîtres du roman noir. L'auteur de Little César, en 1929, et surtout de Quand la ville dort, de 1949, un roman grandiose et désabusé inspiré des bas-fonds de Chicago, qu'adaptera John Huston l'année suivant sa sortie aux États-Unis. L'autre pan de son œuvre, ses westerns, n'est pourtant pas à négliger. D'ailleurs, lui-même, non seulement la chérissait, mais ne l'opposait pas à l'autre, voyant dans ces deux univers, les bas-fonds de Chicago et les grands espaces de l'Ouest, la même violence et la même brutalité à l'œuvre. Il peignait avec cette écriture dense, ramassée, compacte, avare d'explications et de descriptions dont parlait le même Tavernier. Dans cette production ignorée, un roman l'est plus particulièrement encore, L'Escadron noir, qui date de 1938. Cela s'explique probablement par le fait que l'adaptation qu'en fit Raoul Walsh en 1940, avec John Wayne dans le rôle-titre, n'est pas une des plus grandes réussites du réalisateur. Il n'en reste pas moins que l'oubli de ce chef-d'œuvre dans l'histoire littéraire est un mystère, doublé d'un scandale. Le roman se passe en pleine conquête de l'Ouest, à la veille de la guerre de sécession, dans le Kansas, durant la séquence que les historiens américains appellent Bloody Kansas, le Kansas sanglant. Ce territoire récemment conquis avait fait venir de nombreux colons de l'Est et souhaitait entrer dans l'Union en tant qu'État libre, là où le Missouri voisin voulait le voir rejoindre le camp esclavagiste. Les tensions dégénérèrent bientôt en violence entre milices armées qui organisaient des raids sur leur État voisin, pillant, brûlant et tuant ce qu'elles pouvaient. Il y avait d'un côté les Bushwhackers du Missouri qui étaient esclavagistes, de l'autre les Jayhawkers du Kansas qui étaient free soilers. Leur but, à la différence des abolitionnistes, n'était pas de remettre en cause l'esclavage dans les États où il existait, mais de lutter contre son expansion dans les nouveaux territoires de l'Ouest. Ces combats sanglants annonçaient directement la guerre civile qui finit par éclater en 1861. Le roman commence dans l'Ohio, à Pleasant Hill, une petite bourgade paisible où le jeune Johnny Seton, travaillant à l'épicerie familiale, se prépare à intégrer le cabinet d'un avocat influent, situation qui lui permettra de demander la main de Mary McLeod, qu'il courtise. Mais voilà que débarque Polk Cantrell, un jeune homme séduisant, mi-voyou, mi-aventurier, dont la tête est mise à prix dans le Missouri pour avoir tiré sur un shérif esclavagiste. Un personnage fascinant de salaud lumineux et fêlé, qui commencera par être l'ami de Johnny avant de devenir son ennemi mortel. En cachette, l'homme séduit en effet Mary, avec qui il s'enfuit dans le Kansas, au désespoir des parents de Mary et de Johnny. Ce dernier n'entend pas renoncer pour autant à l'amour fou qu'il porte à Mary et se rend quelques mois plus tard lui aussi dans le Kansas où Polk est devenu quelqu'un d'important mais jouant un double jeu. Une lutte à mort s'engage entre les deux hommes sur fond de lutte politique avec en arrière-plan la frontière, cette prairie dont Burnett donne de belles évocations lorsque les cloches de la ville se mettent à sonner et que, je cite, leur écho métallique roule sur la prairie jusqu'à un horizon où ni les églises ni les cloches n'avaient de sens, au royaume du coyote, du bison et d'une poignée d'Indiens.